La plaque tournante du diamant brut était la Belgique, c'était Anvers. Donc le diamant brut qui vient d'endroits comme l'Afrique, la Russie, l'Alaska, l'Australie et encore d'autres petits endroits au monde. Aujourd'hui, Dubaï a surpassé en chiffre d'affaires de vente brute du diamant. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Vous avez tous entendu parler de la bourse du diamant israélienne après le corona. Eh bien, beaucoup de diamantaires ont fermé boutique, mais d'autres se sont reconvertis. On va faire un petit peu le point pour savoir comment fonctionne la bourse du diamant avec Alain Fous, diamantaire. Bonjour Alain Fous. Bonjour Cathy. Vous travaillez à la bourse du diamant depuis 27 ans. Donc, vous connaissez tous les rouages, on va dire, de cet endroit qui fait rêver. C'est vrai. Effectivement. C'est vrai. Donc, vous êtes diamantaire de père en fils, on peut dire ? Oui, de grand-mère même. C'est la grand-mère qui a commencé. C'est la grand-mère qui a commencé, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a continué après la guerre mondiale. Sans rien, quoi. Au début, elle est rentrée... Ouais, elle est rentrée comme ouvrière débruteuse. On rentre le diamant, les pierres rondes. Et puis, elle a fait son chemin. Et puis, mon père est rentré, et mon oncle, et puis moi. Et mes cousins. Ok. Alors, le corona, ça a été compliqué. Oui. Tout s'est arrêté ? C'est arrêté, mais net. Ça veut dire quoi ? Il y avait plus de transport, il y avait plus d'acheteurs, les magasins étaient fermés, donc s'il y a plus d'acheteurs, il y a plus de transport. Il y a plus de pierres. Il y avait des pierres. L'avantage avec le diamant par rapport aux autres industries, c'est que ça vieillit pas, ça ne pourrit pas. On peut le garder 1 an, on peut le garder 10 ans. Il restera toujours le même. Donc ça, c'était le seul avantage par rapport à d'autres qui se sont trouvés avec des marchandises qui devaient bien sûr, écouler. périssables et qui ont été perdues, bien sûr. Ceux qui avaient des arrières et qui ont pu tenir, bon, alors ils ont mangé un peu de leurs avoirs, mais ils sont encore toujours là. Et ceux qui n'avaient pas d'arrière, ils ont dû quitter. Alors, les choses se sont transformées, parce que, comme vous me le disiez en préparant l'émission, ce que vous admirez dans l'esprit israélien, c'est qu'il y a toujours une solution. Et ça, c'était ce qui m'a toujours fait rêver depuis les 27 ans que je suis en Israël, c'est que chaque fois que je viens ici, chaque fois que je vois un problème, un truc, il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est juste une ouverture pour une nouvelle solution. Ça, c'est le motto israélien, de ce que moi j'ai pu avoir de... C'est-à-dire qu'il y a un mur, on va passer par-dessus, on va creuser, on va trouver une solution. On va toujours passer à travers, on trouvera une solution. Alors, comment ça s'est manifesté pour les diamantaires ? Alors, vous allez nous expliquer d'abord qu'avant de parler de la transformation de la bourse du diamant, parce qu'on peut dire qu'elle s'est transformée, clairement. Ouais. Vous faites toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours la taille du diamant, il y a toujours... Il y a, mais en moindre nombre, et ça a évolué. Je ne dirais pas ça change, ça a surtout évolué. Ça dit que les diamantaires, ils ont compris qu'on vend moins, donc il faut combler. Donc ce qu'ils sont fait... Ou on vend moins, ou pas du tout. Donc, on est passé aux bijoutiers, à faire la bijouterie. Alors, chacun... Donc, il y en a, il faut voir, c'est pas tout le monde. Il y en a ceux, par exemple, je fais une petite entre parenthèses, ceux qui avaient un marché à l'étranger, c'est-à-dire ou de la famille, ou une affaire, une succursale à l'étranger. Donc, eux ont pu continuer à travailler après le corona. Une fois que ça a commencé à reprendre, que les trucs ont commencé à se rouvrir, etc. Les autres... Il y avait plus de clients qui venaient ici, il n'y avait plus rien à faire. Donc, ils se sont lancés dans la bijouterie. Alors, il y en a des qui ont commencé à la bijouterie, qui font la bijouterie en masse, qui vendent à des magasins, d'autres qui vendent pour l'export, et d'autres qui vendent en particulier, comme moi. Ok, d'accord. Donc ça, quand vous dites bijouterie, c'est-à-dire que vous vous êtes mis à faire des choses que vous ne faisiez pas, en fait, avant. Ouais. Quand on dit diamantaire, on pense gros, on pense... Juste, c'est vrai. La plupart, moi, comme je vous ai dit, avant d'être dans le diamant, j'étais dans la bijouterie en Anvers, j'étais sertisseur, donc je faisais de la bijouterie, mais c'est vrai que ça m'a permis de gagner quelques bons mois d'avance sur les autres qui devaient apprendre sur le tas et tout. Moi, c'était votre métier de base, donc vous êtes débrouillé. Combien de membres y a-t-il aujourd'hui à la bourse du diamant ? Je crois à peu près 3000 membres actifs, je crois. Ok, ça a beaucoup diminué ? Ça a beaucoup diminué ? Oui, ça a diminué de beaucoup. On était 5000 il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années,
Et disons, quand moi je suis rentré il y a 27 ans, je crois qu'il y avait même beaucoup plus de 5 000. Il y avait peut-être 7, 8, 10 000. Oui, ça a fort diminué. Tout le monde peut rentrer et avec une formation de gémologue et devenir diamantaire? Ou c'est un rêve? Tout le monde peut rentrer en théorie. Donc, c'est pas que c'est animus clausus. Mais pratiquement parlant, pour rentrer, il faut ou bien la famille, c'est le plus simple, ou un très bon ami qui vous prend sous la tutelle et vous fait rentrer comme ça. Sinon, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Pourquoi c'est un métier où il y a tellement d'argent qu'il faut beaucoup de confiance? D'abord, il faut beaucoup d'argent, il faut des finances, et il faut de la confiance. Il faut avoir un nom sur lequel pas qu'on peut faire confiance à tout le monde là-bas, mais il faut. Donc, le nom est très important. C'est encore un monde où la parole est importante, où c'est resté comme ça, parce qu'aujourd'hui, sans contrat, les gens ne font plus rien, mais dans ce monde-là... Dans le monde, encore jusqu'à aujourd'hui, on peut faire des affaires sur des milliers ou des dizaines, même des centaines de milliers de dollars, juste avec le serrer la main et dire Mazal Bracha, et l'affaire est close. Après ça, on fera un petit papier sur lequel on marquera les détails. Mais ça marche encore comme ça. Ça marche jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Alors, et même pour l'anecdote, même en Inde, on venait en Inde, les hindous, quand ils font l'affaire, ils vous disent Mazal. Même les hindous, ils vous disent Mazal. Alors justement, c'est très intéressant parce que vous parlez de l'Inde et forcément, aujourd'hui, c'est un gros marché pour les diamants, pas n'importe quel diamant, mais ils ont pris une place très importante sur ce marché. Ils ont repris le marché en main, en fait. Le marché aujourd'hui du diamant, à proprement parler, du diamant taillé, est dans la main des hindous. C'est-à-dire au niveau de la fabrication. Alors pourquoi ? C'est le plus gros fabricant. Il y a plusieurs raisons. D'abord, la main-d'œuvre bon marché, ça c'était au départ. Ensuite, ils ont eu des grosses fortunes privées, donc c'est des familles de Maharajot et comme ça. Du cinéma aussi, il y a beaucoup d'hindous qui ont fait des fortunes dans le cinéma, qui ont investi, plein de choses. Ouais. Et puisqu'en Inde, avec 1,3 milliard, quand ça marche fort. Exact. Donc, il y a des grosses fortunes. Et surtout aussi, c'est l'État. L'État leur finance de façon presque illimitée. C'est-à-dire que l'État subventionne leurs entreprises ? Oui. C'est quand quelqu'un veut créer une entreprise dans le diamant spécifiquement ? Oui, je suppose que c'est dans d'autres métiers aussi. Mais dans le diamant, comme ils emploient beaucoup de personnel, ils ont des tailleurs, donc toute la fabrication, ça emploie beaucoup de personnel. Beaucoup, ça veut dire... c'est des centaines de milliers. Des centaines de milliers de personnes. Donc l'État, ils disent, OK, il y a autant de centaines de milliers, peut-être même des millions, qui vont travailler, ça va faire du boulot pour les gens. C'est ça donne du travail. Et même puisque, à part le diamant, ça donne aussi plein d'industries à côté, du manger, et de toutes sortes du matériel de diamant, etc. Donc, c'est pas juste la fabrication à proprement parler. Et la bijouterie aussi qui s'accroche à ça aussi, qui se rajoute. Ça fait que c'est des millions. Donc, l'État dit, ça nous vaut la peine. OK, ça me coûte autant de milliards, mais on a autant de millions de gens qui sont nourris, logés, etc. Donc en fait, mais enfin, on comprend que ça aide énormément l'industrie. C'est pas le cas ici. Ça, c'est clair que vous n'êtes pas subventionné par l'État, ça c'est sûr. Mais du coup, alors ils ont pris carrément ce marché du diamant brut et ils taillent maintenant ce diamant et donc. Voilà, c'est eux les patrons, quoi. Oui, on peut dire ça. Dans une certaine mesure, oui. Ça veut dire, il y a encore, disons, la Russie, jusqu'à maintenant, jusqu'à une semaine, est encore aussi un gros fabricant de diamants, c'est un gros fabricant, ils ont beaucoup de mines, donc ils ont beaucoup de diamants bruts. C'était aussi un fabricant qui avait aussi son poids. Apport, son poids. Et il y a encore de l'industrie encore un peu en Israël, mais plus ce que c'était, quoi. De loin pas, de très loin pas. Mais les pierres spéciales, les pierres chères, les pierres qu'il faut vraiment mettre de la tête et qu'on ne peut pas faire confiance à l'ordinateur, c'est encore en Israël. C'est encore en Israël que ça se passe. Le particulier, ça se passe encore en Israël. Ouais. Alors, on parle de Dubaï sur le marché. C'est une réalité ? Oui, une réalité très réelle même. Ça veut dire que jusqu'il y a peu, la plaque tournante du diamant brut était la Belgique, c'était Anvers. Donc le diamant brut qui vient d'endroits comme l'Afrique, la Russie, l'Alaska, l'Australie et encore d'autres petits endroits au monde, se regroupaient en grande partie en Belgique. Et ça, c'était la plaque tournante.
Aujourd'hui, j'ai lu un article cette semaine ce mois-ci apparemment, Dubaï a surpassé en chiffre d'affaires de vente brute du diamant. C'est aussi simple puisque le brut, de toute façon, il n'était pas en Belgique. Il venait d'autres endroits. Il était extrait dans d'autres pays. Voilà. Donc, au lieu de l'acheminer en Belgique, on l'a acheminé à Dubaï. Pourquoi ? Puisqu'il y a aussi de l'argent là-bas. Et surtout, c'est tout proche de l'Inde. Et comme les Hindous aujourd'hui sont les plus grands acheteurs de diamants bruts, et qu'ils avaient difficile à venir avec le corona, de venir en Belgique, Dubaï était toujours ouvert. Donc, ils ont commencé à venir au Dubaï. Petit à petit, les gens ont commencé à amener, au lieu d'amener le brut en Belgique, ils l'ont fait parvenir à Dubaï. Donc, les pierres sont stockées, on va dire, à Dubaï, arrivent à Dubaï. Les tailleurs de pierres sont en Inde, puisque c'est pas très loin. Donc, c'est comme ça que le marché fonctionne aujourd'hui. Mais tout ce qui est particulier, c'est en Israël. Les belles choses, les trucs un peu compliqués. Mais il y a encore ça. On a encore notre petit truc. C'est important. Oui. Ah, bien sûr. Alors, donc du coup, les Israéliens achètent sans problème les produits finis hindous, les diamants taillés. Oui, donc les Israéliens, voyant qu'on ne peut plus faire face avec la fabrication contre les hindous, on dit, OK, vous voulez fabriquer. Alors fabriquez, on viendra acheter le diamant taillé chez vous. Ça, c'est des avantages, ça, c'est des avantages. Les avantages, c'est qu'au moins, on ne prend pas de risque à la taille. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de truc. L'ouvrier, il a raté, il a raté le poids, etc. Donc, les erreurs, ça reste chez eux. Nous, on vient, et aussi, on voit un produit fini. Donc, on peut mieux mettre une valeur dessus. C'est plus facile dans le brut, c'est plus difficile de mettre la valeur sur qu'est-ce qu'elle va vraiment donner la pierre en fin de compte. Et donc, c'est plus facile. D'un autre côté, il y a moins à gagner puisque le fabricant il prend aussi un peu de la marge de gain, ce qui est normal. Bien sûr. Doit gagner. Mais est-ce que vous pouvez retailler des pierres grâce peut-être à la technologie et peut-être une pierre avec beaucoup d'inclusion, d'impureté, et bien grâce à une retaille très technique. Alors, c'est ce que je fais moi, entre autres. Okay. Entre autres, ce que je fais encore, mais c'est un petit nombre, c'est ce qu'on appelle trouver les erreurs dans le jeu. Il y a une telle masse, donc ils sont très forts, il faut dire, les Hindous, ils sont très forts, ils ont la technologie, ils ont le savoir-faire aujourd'hui, ils exploitent très très bien leur brut, mais ils ont des telles quantités et ils doivent assumer un turnover qui fait que dans la taille, il y a des erreurs. Et bon, dans la taille, il y a des erreurs, c'est-à-dire que parfois, il y a des petites inclusions. Oui, des pierres ou elles sont mal taillées, ça veut dire qu'on aurait pu éviter. Qu'on peut mieux retailler, ou qu'on peut, en retaillant mieux, on peut améliorer la pureté, ou on peut faire une autre. Ils ont fait ça une pierre qui n'a pas de vie et faire une pierre qui donne de la vie. Donc il y a du jeu encore, mais ce sont des miettes. Mais dans le diamant, avec des miettes, on peut vivre des fois. On peut vivre pas mal, ouais. Oui. Bon, alors tout le monde ne fait pas ça. Vous, c'est votre spécificité, mais il y en a d'autres qui se contentent de racheter. De racheter et juste de tourner, de racheter, de mettre ou bien dans des bijoux, ou bien de juste faire des lots, faire des assemblages et de revendre ça en quantité. Mais bon, ça c'est comme je suis tailleur aussi de métier et tout, et que je suis aussi joaillier, donc je comprends aussi comment la pierre va mieux vivre, comment on peut mieux l'exploiter. Et donc du coup, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Alors, technologie et bourse du diamant font bon ménage ? Oui, très bon ménage. Je crois que c'est la bourse du diamant d'Israël donc on paye une cotisation, tous les diamantaires on paye une cotisation. Tous les membres, les 3000 membres dont on a parlé, on paye une cotisation mensuelle, et ce qui n'est pas peu, et qui fait qu'on a une belle coupa, une belle somme, et je veux dire que les Israéliens, ils ont eu, déjà, ça fait déjà des années de ça, qu'ils ont eu le Israélien, ils ont eu la vision, l'anticipation, la vision de dire, OK, une partie de cet argent, on va investir. Et ils ont investi, ils ont fait un centre de recherche pour le diamant, qui jusqu'à aujourd'hui est actif. Et ils inventent là-bas... À Ramat Gan ? À Ramat Gan, à côté de la bourse. Et donc, ils inventent là-bas, ils inventent des inventions, ils cherchent à améliorer des machines, à faire des meilleures machines, la robotisation... Pourquoi des inventions pour analyser le diamant, par exemple ? Pour analyser le diamant, pour mieux le traiter, pour mieux l'exploiter à la fabrication, même dans par exemple, tous les centres,
Donc, ça les... Vous pouvez dire le mot en hébreu, c'est pas grave, on va le traduire. Ouais, Tous les centres, les instituts. Les instituts gémologiques, voilà. Les instituts gémologiques, ils analysent les pierres, donc de diamant dans sa qualité, mais une des choses, c'est le travail de la pierre. Eh bien, la machine pour analyser ça, c'est une machine qui a été inventée par les Israéliens. Donc, il y a 2 firmes au total, Sarin et Ogi, qui se partagent le truc, le gâteau, mais ils ont inventé ça, et c'est dans le monde entier, c'est ces machines-là qui sont employées, qui, avec ça, on définit les aviotes, les angles. Les angles de taille. Les angles de taille du diamant. Donc ça veut dire que la machine voit des choses que l'homme ne peut pas voir ? Non, l'homme peut le voir, mais l'homme ne sait pas mettre des chiffres dessus. C'est pas optimisé. C'est pas... Si vous voyez un angle, vous ne savez pas, il fait 30, 32, 33. On peut se tromper, ouais, que là c'est très précis. La machine, c'est au dixième de degré. Ouais, bien sûr. C'est... Ouais. Ok. Alors ça, on comprend que la bourse du diamant aussi est technologique. Il y a des scanners pour diamants, ça existe ? Oui, ça c'est une invention, je crois, russe, me semble-t-il. Ça s'appelle le Galitea. C'est un scanner qui scanne. On l'emploie surtout c'est une machine très très chère et elle n'est pas en vente d'ailleurs. Donc c'est employé pour le brut. Et ils scannent le brut et avec ça ils arrivent à dire exactement où se trouve chaque impureté. Et alors, on accouple ça avec les Sarin Ogi, alors on arrive à extraire le plus grand potentiel, de maximaliser le potentiel de la pierre. Bon, est-ce que ça vaut toujours le coup pour nous, communs des mortels, pour celles qui aiment ou ceux qui aiment les bijoux, qui ont envie de gâter leurs proches, d'aller à la bourse du diamant ? Est-ce qu'au point de vue des prix, on peut avoir de bons tarifs ou c'est un leurre ? C'est pas vrai, c'est les mêmes tarifs qu'ailleurs. Est-ce que c'est moins cher ? Est-ce que ça vaut le coup, quoi ? En gros, je crois que oui. Ça vaut encore le coup. Bon, il y aura toujours... c'est toujours à la tête du client et ça dépend qui est le vendeur. Il y a des vendeurs qui ne se gênent pas, il y en a d'autres qui sont plus modérés, quoi. Mais je crois que oui, je crois que en fin de compte, le diamantaire, il n'a pas des notions du bijoutier. Donc dans la bijouterie, je ne le reproche pas, les bijouteries prennent des marges très importantes, mais c'est normal puisqu'ils ne vendent pas tous les jours des diamants, ils ne se prennent pas des gros diamants et ils ont des frais énormes. Bien sûr. Donc ça a toujours été comme ça dans le monde entier, c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Donc c'est besséder, c'est ok, mais c'est vrai que le diamantaire, lui, il n'a pas tellement les notions de ça et pour ça je crois que oui, qu'il se contente des fois de marges plus petites et je vous dis autre chose. C'est qu'aussi il y a moins de mains intermédiaires. Il y a moins d'intermédiaires. Ouais. Le bijoutier, il achète en général rarement du diamantaire directement. Ça passe par 1, voire 2 courtiers, au milieu qui chacun gagne aussi quelque chose. Donc, ça fait monter les prix. Ça fait monter les prix. Donc là, on évite les intermédiaires. Bon, c'est pas sympa pour les bijoutiers qui nous regardent, mais bon, voilà. Après, non, parce qu'ils ont leur place. Ils ont aussi leur place. Ils ont leur place. Il y a la place. Le soleil brille pour tout le monde. Il y a le marché israélien est devenu tellement grand en bijouterie qu'il y a la place pour tout le monde. Ça a beaucoup changé par rapport au moment où vous êtes installé. Ouais. Quand je suis venu, d'ailleurs, je suis rentré en allemand et je n'ai pas continué le certissage puisque je voyais qu'il n'y avait pas à faire du gagne-pain de ça. On ne pouvait pas gagner sa vie. Moi, je ne voyais pas comment. Et il y avait quelques bijoutiers qui étaient, je ne dirais pas misérables, mais des petits bijoutiers. Alors quoi, les Israéliens se sont un peu embourgeoisés ? Ils sont devenus plus riches ? Malgré... Incontestablement. Oui, incontestablement. Ouais. Malgré la vie chère, malgré les difficultés apparentes, il y a quand même des gens qui ont... Mais il faut dire que surtout le high-tech a apporté énormément au pays, a développé le pays d'une façon, du point de vue économique. De façon exponentielle. Ça a aussi donné lieu à d'autres marchés qui sont développés, qui sont créés et tout. Et le pays est beaucoup plus riche. Est-ce que ça se visite, la bourse au diamant, Alain Fausse ? Non. On ne visite pas. Vraiment. Non, c'est-à-dire comme ça, c'est très simple. Pour entrer c'est secret. Non, c'est pas que c'est secret. Non, pas de ce point. Non, c'est plutôt un problème technique. Pour entrer dans la bourse de diamant, c'est plus difficile. Et la bourse de diamant, disons, est mieux gardée que le Banque d'Israël ? Non, que le QG de l'armée. Ok, la Kyria. La Kyria, ouais. Elle est mieux gardée. C'est normal puisque quand je suis devenu membre de la bourse de diamant, donc il y a des années de ça, on avait un cours, on fait faire un cours comme ça pour apprendre les choses et tout. Il y avait un des cours, c'était justement, ils nous apprenaient la sécurité à la bourse.
puisque c'est vraiment des trucs incroyables, le niveau de sécurité qu'il y a. Et alors, ils ont expliqué pourquoi tant de sécurité. À l'époque, je ne sais pas si les chiffres sont encore justes pour aujourd'hui, mais à l'époque, il y a déjà plus de 20 ans, je crois, ils ont dit qu'il y avait 53 milliards de dollars qui passaient dans les bâtiments de la bourse par année. 53 milliards de dollars, ça laisse rêver des gens et ça peut donner des idées à des gens. Donc, ils ont dit il faut sécuriser ça de façon hermétique. Donc, pour entrer, c'est très compliqué. Il faut avoir rendez-vous, il faut être attendu, il faut donner son numéro de Théodat Zéhout. Mamache, il faut prendre l'empreinte digitale des doigts. Tout le monde ne rentre pas comme ça, quoi. Non, même les clients. Même les clients, même les propriétaires, même un type qui a un bureau dans la bourse, il ne peut pas rentrer comme ça. Il a dans sa carte, il doit faire... Jusqu'au Corona, il fallait mettre l'empreinte digitale à chaque entrée et sortie. Avec le Corona, ils ont enlevé ça. Je sais que ça fait déjà des années qu'ils travaillent sur la technologie de l'iris, des biométrie, yeux, biométrie. Une entrée biométrique. Ils l'ont pas encore fait. Je ne sais pas s'ils le feront pas. Mais donc, c'est très 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 bien gardé. Et des fois, c'est embêtant, surtout quand on travaille avec la bijouterie, donc avec des particuliers, ils ont oublié Théodat Zéhout, ceci, cela, c'est embêtant. Mais ça fait partie, comme vous l'avez dit, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et c'est nécessaire. Voilà, et puis c'est un must. J'imagine qu'on trouve aussi de très beaux produits à la Bourse du Diamant, évidemment. Donc, en tout cas, ça fait toujours rêver. On était ravis d'en comprendre un petit peu mieux le fonctionnement, de savoir que les choses ont changé entre le diamant brut et le diamant taillé. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut peut-être donner votre site si on a envie de venir vous consulter ? Avec plaisir. Vous voir ce que vous faites. Oui, mon site, c'est mon nom, c'est alainfous.co.il. Ok. Donc, Alain, je ne sais pas si vous avez noté. F-U-S-S. ALAINFUSS.co.il. Juste pour une petite anecdote, j'avais une cliente une fois qui est venue. Donc, elle est venue chez mon bureau. Et après ça, je l'ai raccompagnée. Et la femme était avec son mari. Et la femme, elle était... J'ai dit, tu veux voir la bourse, la salle ? Ah oui, bon, j'ai demandé la permission, même moi, je ne peux pas faire rentrer quelqu'un. Moi, je peux rentrer, puis je suis membre. La bourse où tout s'échange, quoi, c'est ça ? Aujourd'hui, moins, mais il y a encore des échanges qui se font. Donc, et je l'ai fait rentrer, elle est rentrée, elle a vu la salle. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque fois, elle me voit et dit, oh, la salle. On voit les pierres, etc. Oui, elle a vu, j'ai montré. Elle a vu déjà moi chez mon bureau aussi, mais de voir les gens qui font l'échange, le massa au matan et tout, qui se donnent mazal et tout. La négociation, c'est beau. Vécu comme ça, ça lui a fait quelque chose. Ouais. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir l'occasion. Avec plaisir de nous avoir éclairé sur ce beau métier et sur cet endroit un peu mythique, il faut bien le dire. En tout cas, on est content de savoir que ça continue autrement, mais que ça continue quand même. Bonne chance. Merci beaucoup. Pour la suite et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.